Eh bien, rebonjour, troisième partie de ce chapitre sur les poumons. On va distinguer, on va discuter un petit peu des différentes subdivisions pulmonaires. Donc on va rentrer sur l'anatomie euh, vers des structures de plus en plus. Donc les poumons présentent plein de subdivisions. Donc vous avez ici au niveau morphologique ce que l'on voit et les divisions de l'arbre bronchique de l'autre côté. Donc le poumon, vous avez deux bronches, enfin une par poumon, donc une bronche principale, une bronche qu'on appelle souche. Puis ensuite, dans le poumon, on distingue des lobes. Je vous rappelle, les lobes sont séparés par les scissures, hein, donc par la membrane séreuse. Ces lobes, vous allez avoir une correspondance par des bronches lobaires, donc 3 d'un côté et 2 de l'autre. Puis ensuite, les lobes vont se subdiviser en segments qui sont des parties fonctionnelles dans le poumon, qui sont donc alimentées par une partie, un segment, c'est-à-dire par une bronche segmentaire. Donc voilà. Après, bien sûr, il y a des sous-segments, etc. Et enfin, la dernière sous-unité fonctionnelle dans l'appareil respiratoire, c'est ce qu'on appelle les lobules. C'est ce qu'on appelle les unités fonctionnelles. C'est ici que se feront les échanges. Du coup, au niveau de la segmentation de la circulation de l'air, on passe de bronches segmentaires, on passe à des sous-segments et on arrive aux bronchioles qui sont de très petits tuyaux qui amènent l'air. Et lorsqu'on arrive dans le lobule, alors on a encore 3 subdivisions, mais assez anecdotiques. Hein, donc on retrouve des bronchioles terminales, des bronchioles respiratoires, et ensuite les conduits alvéolaires, avec au bout bien évidemment les alvéoles. Donc tout ça, ces 3 dernières font partie, sont dans la structure, le lobule. Voilà. Juste une petite remarque sur cette histoire de zone de conduction. Là, l'air est seulement conduit. Et la zone d'échange qui correspond du coup au lobule. Donc cette zone d'échange, c'est là où justement les gaz vont pouvoir s'échanger. Juste une dernière petite remarque sur le nombre de divisions. Bien sûr, la trachée, il y a une seule trachée. Les bronchouches, il y en a deux. Et en fait, c'est x2 à chaque fois. Donc, lorsque vous arrivez au nombre d'alvéoles, vous avez une ramification qui est énorme, puisqu'on arrive à peu près à peu près 600 millions d'alvéoles. Donc, une ramification extrêmement importante. Ce qui permet, alors cette ramification, le but, hein, c'est bien sûr d'avoir une surface d'échange qui est la plus grande possible. Voilà. On retrouve ce que je viens de dire, hein, donc la trachée, les bronches souches qui sont ici en vert, hein, de chaque côté, et puis ensuite, vous allez avoir les bronches lobaires, hein, ici et de l'autre côté, donc les bronches lobaires, et enfin, à chaque bout de ces bronches lobaires, vous avez encore des ramifications, on appelle ça donc les bronches segmentaires. Alors, ce schéma va nous présenter justement les différents segments des poumons. Chaque partie donc pulmonaire est en fait alimentée par justement en air, hein, et est alimentée par un segment précis. Il est important en imagerie médicale et en chirurgie de savoir sur quel segment le problème se situe, par exemple. Donc, on retrouve ici sur le poumon droit, vous retrouvez le lobe supérieur, le lobe moyen qui correspond aux segments 4 et 5, et le lobe inférieur qui correspond aux segments 6 à 10. Pour le lobe supérieur, assez simple, vous avez un segment qui est supérieur, un segment qui va être antérieur et un segment qui va être postérieur. Pour le lobe moyen, c'est également simple, vous avez un segment qui correspond en 4 au latéral et un segment 5 qui correspond au milieu, donc un segment médial. Pour le lobe inférieur, donc en 6, vous avez un segment qui est supérieur, vous avez en 10 un segment qui est postérieur, ici celui-ci va être basolatéral, il est entre les deux, et ici un lobe baso-antérieur, et enfin vous en aurez un qui est tout au milieu, on va donc le qualifier de baso-médial. Voilà pour ces différents segments.
De l'autre côté, on retrouve à peu près la même organisation. Le 1 et le 2 sont regroupés, donc vous avez ici, ce sont des segments qui sont à la fois supérieurs et postérieurs. Vous avez un segment qui est antérieur. Vous avez, donc ça c'est pour le lobe supérieur, le reste c'est le lobe inférieur. Donc 4, 5, ce sont des segments latéral et médial. Et enfin, on retrouve les segments inférieurs, donc on commence par baso quelque chose. Donc par exemple en 6 ici, vous avez le baso supérieur, hein, on retrouve. En 10, vous retrouvez le baso postérieur. 7 et 8 correspondent à un seul, donc 7 et 8 correspondent au baso antérieur, voilà, et le 9 va correspondre au baso latéral. Voilà, vous retrouvez ces différents segments sur les images suivantes. Voilà, alors faites attention, le schéma que vous avez sur le cours est représenté en ancienne dénomination. Hein, donc apical c'est supérieur, ventral c'est antérieur et dorsal c'est postérieur. Voilà, donc on retrouve les segments que nous avons décrits sur le schéma d'avant. De même ici pour les poumons gauches. Rappelez, le poumon gauche, vous n'avez qu'une seule scissure, donc 2 lobes. On retrouve les dénominations que nous avons vues avant. Ensuite, si on va vers l'histologie des poumons, pour s'y retrouver évidemment, lorsqu'on va de la bronche principale vers le plus petit, c'est-à-dire les alvéoles, globalement, alors c'est pas d'un seul coup, hein, c'est pas noir-blanc, c'est progressif, mais vous avez un chorion, c'est-à-dire un tissu conjonctif de plus en plus élastique, plus vous allez vers les conduits alvéolaires. Les cartilages sont de moins en moins présents quand vous allez vers les alvéoles, donc il y en a beaucoup ici dans les bronches, il n'y en a pas dans les alvéoles. Et plus vous allez vers le petit, plus vous avez de moins en moins de glandes muqueuses, donc il y en a plus par ici, et il y en a très peu par là. Voilà. Et enfin, plus vous allez vers les bronchioles, plus il y a de muscles, ce qui permet de fermer ou d'ouvrir certaines bronchioles pour qu'elles fonctionnent. En temps normal, le poumon en entier ne fonctionne pas, seules certaines parties sont fonctionnelles. L'ensemble du poumon sera fonctionnel lorsque vous faites des inspirations, lorsque vous voulez une oxygénation maximale de l'organisme. Voilà. Et enfin, dernier détail, il y a plus de cils sur les grandes bronches que vers les bronchioles. Voilà. Application sur les deux schémas qui suivent. Hein, donc on pourrait demander ici quel type de bronche nous avons ici. Donc ici vous avez une bronchiole. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas de cartilage autour, alors que ici, vous avez ici à faire une bronche, puisqu'on voit pas mal de cartilage. Donc si on légende ceci dans les deux, hein, on retrouve la lumière, c'est ici que l'air passe, là ou là, donc ici c'est en H secondes, et ici il n'y a pas de légende, donc là c'est au milieu, donc ça c'est la lumière, c'est là où l'air est transporté, dans les deux sens, hein, inspiration, expiration. Sur la bronche, vous avez du cartilage, alors vous voyez que le cartilage ici est discontinu, si on va sur une bronche plus grosse, vous aurez un cartilage en continu. Plus la bronche est grosse, plus la bronche est rigide et solide. Ceux qui ont fait la dissection et qui ont touché au poumon ont bien vu que c'était quelque chose de solide. Donc, du cartilage qui est absent ici. Du coup, sur celui-ci, on peut terminer, c'est simple. Hein. Il n'y a pas de cartilage, donc il y a les petits traits tout autour en W ici. C'est du muscle. Voilà, donc là, vous avez affaire à une bronchiole, c'est-à-dire un conduit que l'on peut fermer à un moment donné. Hein. Donc, par exemple, plasme est une fermeture pathologique de conduit, ce qui fait que l'air a du mal à circuler correctement, d'où le sifflement caractéristique de l'asthme. Donc ici, par contre, on va retrouver du coup des glandes séromuqueuses et des cils, puisque nous sommes sur une bronche un peu plus grosse. Donc les glandes sont ici, c'est en D, c'est donc une glande séromuqueuse qui va permettre de sécréter du mucus ici en protection. En E, ça ne se voit pas sur le schéma, mais vous avez l'épithélium et avec des cils, et en W autour, vous avez
une couche musculaire qui permet de réduire ou d'augmenter la taille de la circulation d'air, donc de la bronche. Puis en S et T, vous avez du tissu conjonctif, bien sûr, qui fait le remplissage. Ici, donc, on retrouve la lumière et le tissu musculaire et le tissu conjonctif, bien évidemment. Il n'y a pas de glande séromuqueuse et il n'y a pas de cils à ce niveau-là. Ici, juste pour la remarque, ici vous avez un peu bizarrement représenté, mais vous avez un vaisseau sanguin, un capillaire, tout simplement, avec la paroi et la lumière qui contient les globules rouges, les petits points, je ne sais pas trop ce que ça représente. Voilà. Et ici, vous avez l'alvéole elle-même. Là, vous avez une alvéole, donc on n'a plus du tout de tissu musculaire autour. Voilà. Ensuite, on s'approche vers le plus petit, vers la partie fonctionnelle. Vous avez ici un schéma d'un lobule. Donc l'organisation est la suivante. Vous avez des centaines de milliers d'alvéoles dans un lobule. Donc ici sont représentés 2 alvéoles. Donc les alvéoles, c'est même les petites, les toutes petites parties arrondies. Ça s'appelle un sac alvéolaire. Ça contient beaucoup d'alvéoles. Donc, le lobule contient les alvéoles où se font les échanges, et à l'entrée du lobule, vous avez forcément 3 tuyaux, un en 2 au centre, ici, qui amène l'air jusqu'aux alvéoles et qui permet de reprendre l'air, donc double circulation. Donc en 2, vous avez la bronchiole. Du coup, on subdivise ici cette première partie, la bronchiole terminale. Ensuite, la bronchiole respiratoire, ce sont des subdivisions. Vous voyez, une bronchiole terminale correspond à plein de bronchioles respiratoires. Puis ensuite, chacune de ces bronchioles respiratoires va encore se subdiviser juste avant les sacs alvéolaires en conduits alvéolaires. Donc, une bronchiole terminale par lobule, par contre, déjà beaucoup de respiratoires et encore plus de conduits. Donc voilà pour la partie air. La circulation du sang se fait, elle, dans un seul sens. Donc il y a une artère et une veine. Alors c'est une artériole et une vénule, bien sûr, c'est tout petit. Donc vous avez le sang qui rentre par l'artériole au centre, donc à côté en fait des voies aériennes, des bronchioles. Donc ici vous avez l'artériole pulmonaire qui amène le sang jusqu'au sac alvéolaire, et puis sur le pourtour donc les capillaires sont là, pardon, et sur le pourtour du lobule, vous avez le sang qui repart, donc par des vénules de plus en plus importantes, puisque c'est ramifié, donc plein de capillaires vont former une petite vénule, et plusieurs vénules reforment une vénule un petit peu plus grosse, ainsi de suite, pour arriver ici sur la vénule. Donc globalement, si je devais mettre des couleurs ici, j'aurai ici le sang qui arrive artériel, pauvre en oxygène, donc bleu, et le sang qui repart ici, c'est oxygéné, donc le sang veineux, lui, est rouge. Voilà pour le lobule. Si j'agrandis la partie alvéolaire, j'obtiens ça. Donc ici, vous avez le sac alvéolaire qui correspond à tout cet ensemble-là. Et dans ce sac alvéolaire, vous avez ici une alvéole, le lieu de l'échange. L'air arrive ici, subit les échanges, puis repart. Donc il arrive riche en oxygène et repart riche en CO2. Donc ici, vous avez le conduit alvéolaire. On voit le sens de circulation sanguine. L'artériole ici arrive avec un sang pauvre en oxygène. Puis ici, vous avez tout le réseau de capillaires. Donc c'est en légende 4. Alors ça, c'est capillaire du côté artériel. Et en 3, vous avez capillaire du côté veineux. Donc tout ça, c'est le réseau de capillaires qui entoure les sacs alvéolaires et donc les alvéoles, lieu de l'échange. Et le sang repart par ici, à l'extérieur du lobule, par un sang veineux riche en oxygène. Voilà pour cette organisation du lobule. Le lobule, je rappelle, étant donc la partie fonctionnelle du poumon, la partie où se font les échanges. Si j'agrandis, encore une fois, ici, cette partie-là, donc le lieu de l'échange entre la partie aérienne, l'alvéole et la partie... Donc on se retrouve ici avec un agrandissement de cette paroi alvéolo-capillaire. Donc ici vous avez le parenchyme entier pulmonaire, c'est-à-dire le lieu où vont se faire les échanges. Donc la première question à se poser face à un document comme ça, c'est d'être capable de situer où se situe l'air et donc où se situent les échanges. Donc l'air, bien évidemment, se situe de chaque côté de la paroi. On imagine des alvéoles un petit peu partout grâce à la ramification. Donc l'air se situe là et là. Et au centre, vous avez ici
la barrière. Il ne reste plus qu'à situer le sang, donc repérer des capillaires sanguins, donc par exemple ici, se repère assez facilement avec notamment la lumière, donc, et éventuellement, selon l'endroit de la coupe, le noyau de la cellule épithéliale, de l'endothélium, qui permet de faire la paroi du capillaire. Donc ici, vous avez un capillaire, vous en avez un autre qui est ici, un troisième qui est ici, donc là par exemple on ne voit pas la cellule épithéliale, c'est normal, elle n'est pas forcément pile dans la coupe que l'on fait, et un troisième ici qui est un petit peu tronqué. Juste une petite remarque, du coup, on s'aperçoit que cette paroi du pulmonaire est extrêmement irriguée, ce qui va permettre de remplir sa fonction, c'est-à-dire que vous avez une surface d'échange extrêmement importante entre le sang et l'air. Une fois que vous avez situé donc le sang et l'air, il ne reste plus qu'à situer les échanges, bien évidemment. Ce sont des échanges qui vont se faire directement entre l'air et le sang, donc à travers cette barrière. Double flèche, puisque l'oxygène va rentrer et le CO2 va sortir. Ce sont des échanges qui se font de façon passive, puisque la concentration d'oxygène dans l'air étant plus grande que celle qui est dans le sang, l'oxygène va rentrer passivement. Et c'est le contraire pour le CO2. Le CO2 est plus concentré dans le sang, il revient des cellules, et plus concentré que dans l'air, donc le CO2 a tendance à ressortir. Ce qui est très important sur ce schéma, c'est de voir que entre le sang et l'air, la barrière est extrêmement fine et va donc favoriser les échanges. Donc en fait, ces échanges sont favorisés pour plusieurs raisons. 1. Vous avez une surface extrêmement importante due à la ramification des alvéoles que nous avons vu tout à l'heure, donc beaucoup de surface entre le sang et les alvéoles, donc très richement irrigué, beaucoup d'air. Deuxième partie, vous avez une paroi qui est extrêmement fine qui favorise les échanges, et à la surface de cette paroi, ici, vous avez ce qu'on appelle le surfactant qui va permettre de favoriser la dissolution des gaz. Le surfactant a un deuxième rôle, c'est qu'il permet également que les alvéoles ne s'effondrent pas, ne se collent pas les unes aux autres, et il serait à ce moment-là extrêmement dur de faire réentrer l'air dedans. C'est un peu le principe des ballons de baudruche, c'est-à-dire que lorsqu'on veut démarrer le gonflage d'un ballon de baudruche, c'est très dur à faire. Par contre, une fois qu'on a commencé, c'est assez facile. Le surfactant va permettre donc d'éviter que les alvéoles se ferment totalement, et donc ce soit plus facile à faire circuler l'air. Une fois qu'on a vu ça, ces échanges, on peut décrire le reste. Donc, la paroi du côté pulmonaire est faite ici tout le long par en fait des cellules spécialisées, les pneumocytes de type 2 qui sont ici, donc par exemple sur la légende 2. Donc ça, c'est une cellule très particulière, c'est une cellule épithéliale, mais vous avez une cellule là, vous voyez son noyau, et ensuite vous avez des extensions de son cytoplasme qui vont entourer le long, très longues. Vous avez ici un deuxième pneumocyte, là, 2, donc vous avez le bout et le cytoplasme qui s'étend comme ceci. Voilà, on ne voit même pas où se situe le noyau de cette cellule. Ça permet donc, ici, vous voyez, il y a une membrane cellulaire, un peu de cytoplasme au centre et une deuxième membrane cellulaire, enfin c'est la même mais de l'autre côté, donc ça fait quelque chose de très fin. Vous avez donc une cellule extrêmement aplatie. Vous avez un peu la même chose du côté du capillaire. La cellule endothéliale est extrêmement aplatie, vous avez le noyau d'un côté, puis de l'autre côté, c'est un cytoplasme réduit à son strict minimum. Donc, en deux, le pneumocyte de type 2 qui va permettre de faire cette paroi. On voit également un petit peu de tissu conjonctif, bien sûr, à l'intérieur. Ici, vous avez une cellule conjonctive avec le tissu conjonctif lui-même et en 4, évidemment, un petit peu de fibres, souvent élastiques, puisque le principe bien sûr, de l'alvéole, c'est d'être élastique, de pouvoir se gonfler, se dégonfler au fur et à mesure des échanges. Et enfin, tout ce qui est 5, 6, 7 correspond à un capillaire. En 5, c'est le capillaire. Et en 6, vous avez la lumière avec à l'intérieur le sang. Le 6 ici désigne plutôt une hématie précisément. Et en 7, la cellule endothéliale. Vous avez également un pneumocyte de type 1 qui est ici, dont la fonction principale va être de sécréter justement le surfactant. Voilà, donc deux types
de pneumocytes. Non représentées ici, vous pouvez également avoir des cellules à fonction immunitaire qui vont permettre de protéger un petit peu cet ensemble. Si on agrandissait cette paroi, c'est ce que vous avez là, on retrouve ces échanges entre l'oxygène et le CO2, entre le sang d'une part et l'air de l'autre part, et on retrouve bien la finesse de cette barrière alvéolo-capillaire avec ici la cellule pneumocyte, avec membrane, cytoplasme, membrane, tissu conjonctif réduit au strict minimum entre les deux, hein, donc c'est de la lame basale, vraiment c'est ce qui permet de coller les deux types cellulaires, et ici vous avez la cellule endothéliale du capillaire avec membrane, cytoplasme réduit également à son plus strict minimum, et ensuite membrane. Cet ensemble-là est extrêmement fin et favorise les échanges. Ce schéma représente à peu près la même chose, hein, un petit peu plus joli. Donc on retrouve ici notre pneumocyte qui va permettre d'entourer le parenchyme. Hein. Donc vous voyez ici l'alvéole qui est représenté ici, donc l'air est ici, le parenchyme est représenté ici, et un capillaire sanguin par exemple ici avec sa paroi. Donc les échanges se feront entre l'air qui est ici et le sang qui est ici. Sur ce schéma, du coup, on voit des cellules immunitaires qui sont là pour défendre, puisque c'est quand même une surface d'échange avec l'extérieur. Donc dans l'alvéole, c'est de l'air qui vient de l'extérieur, même s'il a été filtré par le nez et que normalement les cils, des bronches, tout ça ont arrêté les plus grosses des poussières. Évidemment, c'est un lieu où il peut y avoir des éléments pathogènes externes. Donc vous avez du système immunitaire qui est là pour protéger et faire en sorte d'éviter que ça passe dans le sang, bien sûr. Et on retrouve aussi notre tissu conjonctif qui est entre les deux, hein, donc une cellule conjonctive ici avec un petit peu de fibre élastique. Ce schéma, pour terminer, représente les sacs alvéolaires. Donc là, vous avez un sac alvéolaire. Hein. Donc on retrouve l'organisation sanguine. Donc ici, en bleu, l'artériole qui amène le sang vers le lobule, les échanges capillaires qui se font ici, puis le sang repart par une vénule. Voilà, c'est terminé. Je vous remercie.